La nuit était froide et humide lorsque nous arrivons à la maison de campagne des parents de Camille. Le vieux bâtiment en bois, avec ses murs blancs et ses fenêtres sombres, semble nous accueillir avec un soupir mélancolique lorsque nous ouvrons la porte. L'odeur du vieux bois mélangée à l'arôme d'une cheminée récemment allumée créait une atmosphère accueillante. Moi, Léa, je ne pouvais contenir l'excitation d'être enfin ensemble pour une soirée de jeux, d'histoires effrayantes et, bien sûr, la soirée pyjama tant attendue. « C'est incroyable, Camille !» m'exclamai-je en admirant la décoration rustique et cosy des lieux. « Oui, mes parents ont beaucoup investi pour conserver le charme d'antan de la maison, répond Camille en souriant. « Allez, laisse tes bagages dans la chambre d'amis. On a toute une nuit devant nous. » Julien et Maxime suivaient de près, portant des sacs contenant des collations, des boissons et des jeux de société. L'excitation était palpable, tout le monde était impatient de commencer à s'amuser. Nous nous sommes installés dans le salon, où une grande cheminée rugissait, projetant des ombres dansantes sur les murs. Camille a apporté une épaisse couverture et nous nous sommes installés en cercle, prêts à démarrer le marathon du jeu. « Alors, quel sera le premier match ?» demanda Maxime en se frottant les mains d'une manière théâtrale. « Et si on commençait par quelque chose de léger, comme « détective » suggéra Julien en ouvrant déjà la boîte de jeux. La soirée s'est déroulée avec des rires et des jeux, chacun de nous gagnant et perdant à tour de rôle avec le même enthousiasme. Nous avons joué à des jeux de stratégie, aux cartes et même à un championnat de mime impromptu, qui a suscité des rires et des moments embarrassants. Après quelques tours, j'ai ressenti une curiosité croissante pour explorer davantage la maison. Il y avait quelque chose d'intrigant dans cet endroit, comme si chaque recoin cachait un secret à découvrir. « Camille, tu as mentionné qu'il y avait un grenier ici, n'est-ce pas ?» ai-je demandé, essayant de cacher mon excitation. « Oui, mais pourquoi cette curiosité tout d'un coup ?» Camille a ri, mais j'ai perçu une pointe d'intérêt dans ses yeux. « Je pense juste que ce serait amusant d'explorer la maison un peu plus. Qui sait, peut-être que nous trouverons quelque chose d'intéressant, suggérai-je en jetant un regard significatif à Julien et Maxime. « J'en suis, » s'exclama Julien, toujours prêt pour une nouvelle aventure. Maxime hocha la tête, se leva et tendit les bras. « Alors allons-y. »« Le grenier est par ici, » dit Camille en ouvrant la voie avec une lampe de poche à la main. Nous montâmes les escaliers grinçants qui menaient au grenier. L'ancienne porte en bois céda dans un gémissement, révélant un espace rempli de poussière et de souvenirs oubliés. Des cartons empilés, des meubles recouverts de draps et des objets divers créaient une atmosphère de mystère et de nostalgie. « Regarde ça !» appela Maxime en tenant une vieille planche poussiéreuse. « Cela ressemble à une planche Ouija. » L'enthousiasme nous a envahis. Une planche Ouija. Nous n'avions jamais rien vécu de pareil auparavant et l'idée d'une séance semblait irrésistible. « Allons-nous avoir une séance ?» suggérai-je, essayant de cacher ma nervosité sous une façade d'enthousiasme. « Je ne sais pas, Léa. » Camille hésita en regardant le tableau avec un mélange de curiosité et de peur. « Ces choses peuvent être dangereuses. »« Oh, allez, Camille. C'est juste une blague. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?» argumenta Julien, essuyant déjà le tableau avec la manche de sa chemise. « D'accord, mais seulement pour quelques minutes. Et si quelque chose d'étrange arrive, on s'arrête immédiatement, » a cédé Camille, assise en cercle avec le tableau au centre. Nous allumons quelques bougies pour créer l'ambiance appropriée et nous concentrons sur le tableau. Nous avons tous posé légèrement nos doigts sur la planchette, notre cœur battant plus vite d'anticipation. J'ai moi-même ressenti un mélange d'excitation et de nervosité, mais je ne pouvais pas nier ma curiosité de voir ce qui allait se passer. « Les esprits, si vous êtes présents, manifestez-vous, » dit Julien en essayant de paraître sérieux, mais avec un sourire enjoué aux lèvres. Pendant un instant, rien ne s'est passé. Juste le silence du grenier et le léger bruissement des bougies. Puis, lentement, la planchette se mit à bouger. D'abord presque imperceptiblement, puis de manière plus décisive. « Est-ce que vous insistez pour ça ?» demanda Camille, les yeux écarquillés. « Non, je le jure pas, » répondis-je, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. La planchette bougea jusqu'à épeler le mot « jupe ». Nous nous sommes regardés avec incrédulité et un peu peur, mais nous avons continué. « Pourquoi devrions-nous partir ?» demanda Maxime, la voix ferme mais légèrement tremblante. La réponse vint rapidement, les lettres se formant une à une, avant l'aube. La tension dans l'air était palpable. Nous étions tous assis en silence, absorbant le message.
Je pouvais sentir mon cœur battre à tout rompre et les expressions sur les visages de mes amis reflétaient le même sentiment. Camille fut la première à briser le silence. C'est ridicule. Quelqu'un doit se moquer de nous, dit-elle, essayant de paraître confiante. Je ne plaisante pas, a déclaré Julien en levant les mains du tableau. Et toi, Maxime? Moi non plus. Ça commence à me faire peur, a admis Maxime en regardant autour de lui comme s'il s'attendait à voir quelque chose ou quelqu'un. Je pouvais sentir l'humeur changer. La plaisanterie avait perdu de son côté amusant et quelque chose de plus sombre avait pris sa place. Les lumières commencèrent à vaciller et un vent glacial balaya le grenier, soufflant certaines bougies. Sortons d'ici. C'est allé trop loin, dit Camille en saisissant la lampe de poche et en se levant rapidement. Nous descendîmes les escaliers en silence, chacun perdu dans nos propres pensées. Le salon autrefois accueillant semblait désormais étrangement oppressant. Nous restâmes assis en silence, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Peut-être que nous devrions vraiment sortir, suggérai-je, même si une partie de moi ne voulait pas abandonner la soirée que nous avions planifiée si facilement. Non. Restons. Il doit y avoir une explication logique à cela, dit Julien en essayant de retrouver son calme. Peut-être que c'est une sorte de courant d'air dans le grenier ou quelque chose du genre. Oui, c'est possible, acquiesça Maxime, même si sa voix trahissait l'incertitude. Camille restait silencieuse, regardant le tableau désormais abandonné dans un coin de la pièce. Je voyais que quelque chose la dérangeait, mais elle n'était pas prête à l'admettre. Détendons-nous et continuons la nuit. Nous pouvons regarder un film ou quelque chose du genre, suggérai-je, essayant d'apaiser la tension. Nous avons convenu de laisser de côté la séance de spiritualisme et de nous concentrer sur quelque chose de plus léger. Nous avons choisi un film de comédie, en espérant que les rires dissiperaient l'atmosphère pesante qui planait sur nous. Au fur et à mesure que le film avançait, j'ai commencé à me sentir un peu plus détendu. Les rires et les blagues ont contribué à apaiser la tension et, pendant un instant, tout est revenu à la normale. Mais au fond de moi, je ne pouvais pas oublier le message inquiétant de la planche Ouija. Une fois le film terminé, nous avons décidé de nous préparer à aller au lit. Nous répartissons matelas et sacs de couchage dans la pièce, créant ainsi un camp impromptu. Alors que nous nous installions, Camille s'est approchée de moi. « Léa, tu penses qu'on devrait vraiment s'inquiéter de ce message ?» demanda-t-elle à voix basse pour que les autres ne l'entendent pas. « Je ne sais pas, Camille. Cela pourrait être juste une coïncidence ou une blague que nous n'avons pas comprise, répondis-je, même si je n'étais pas complètement convaincu. Mais peut-être ferions-nous mieux de garder l'œil ouvert, juste au cas où. Camille hocha la tête, l'air un peu plus calme. Nous nous sommes allongés et avons éteint les lumières, ne laissant que la cheminée et quelques bougies pour éclairer la pièce. Le feu crépitant et le doux murmure du vent extérieur créèrent une symphonie apaisante, et bientôt tout le monde commença à s'endormir. Cependant, je n'ai pas pu dormir un clin d'œil. Le message du tableau continuait de résonner dans mon esprit, et chaque petit bruit semblait amplifié dans le calme de la nuit. J'ai regardé mes amis, qui dormaient déjà ou du moins faisaient semblant de l'être. C'est alors que j'ai entendu un bruit venant du grenier. Un léger remue-ménage, presque imperceptible, mais suffisant pour me faire m'asseoir et faire attention. J'ai regardé Camille, qui semblait aussi avoir entendu. « Avez-vous entendu que ?» murmurai-je, essayant de ne pas réveiller les autres. « Oui, » répondit-elle, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Allons-nous vérifier ?» J'ai hésité un moment, mais la curiosité et l'envie de protéger mes amis étaient plus fortes. Je me levai silencieusement et pris la lampe de poche. Camille fit de même et, ensemble, nous remontâmes les escaliers qui menaient au grenier. J'étais assis sur le sol du salon, toujours en train de traiter le message inquiétant que la planche Ouija nous avait envoyé. Les lumières avaient clignoté de manière inquiétante et cette phrase, « Quitter la maison avant l'aube », résonnait dans mon esprit. Le visage de Léa était pâle et Julien avait l'air plus intrigué qu'effrayé. Maxime essayait de cacher sa nervosité en riant nerveusement. Nous avons décidé d'ignorer l'avertissement, peut-être par entêtement, peut-être parce que nous ne voulions pas que la soirée amusante se termine si tôt. L'atmosphère commença cependant à changer. La pièce, autrefois lumineuse et accueillante, semblait désormais enveloppée d'une ombre épaisse, comme si quelque chose d'invisible planait au-dessus de nous. J'ai proposé qu'on continue les jeux, mais l'énergie dans le groupe n'était plus la même. Même les plaisanteries de Maxime ne parvenaient pas à apaiser la tension qui s'était installée. Montons au grenier et voyons si nous pouvons trouver des choses plus anciennes et intéressantes, suggéra Léa, essayant de remonter le moral du groupe.
J'ai hoché la tête et nous avons tous monté les escaliers grinçants, qui semblaient protester à chaque pas. Le grenier était un entrepôt de souvenirs oubliés, de vieux meubles recouverts de draps, des cartons poussiéreux et un air de mystère qui insistait pour nous envelopper. Pendant que nous explorions, quelque chose a attiré mon attention. Il y avait un faux mur, presque imperceptible, avec une petite fissure qui laissait entrevoir quelque chose de caché. Avec l'aide de Julien, j'ai réussi à déplacer le mur, et derrière lui, j'ai trouvé un vieux journal, sa couverture en cuir déjà usée par le temps. L'odeur du vieux papier m'emplit les narines lorsque j'ouvris la première page. Regardez ça, ai-je appelé aux autres, qui se sont approchés avec curiosité. Les premières pages du journal étaient remplies de notes détaillées, écrites d'une écriture élégante mais fragile. En le feuilletant, j'ai remarqué que le contenu devenait de plus en plus inquiétant. Il rapportait des événements macabres survenus dans la maison il y a des décennies. Des disparitions mystérieuses, des phénomènes inexpliqués, et plus effrayants encore, des mentions de rituels occultes. C'est incroyable et terrifiant à la fois, commente Julien, les yeux rivés sur le journal. Mais, bien sûr, tout cela ne doit être qu'une histoire inventée par quelqu'un avec beaucoup d'imagination. Ou ça pourrait être réel, répondit Léa, l'air sérieux. Peut-être que le message sur le tableau a quelque chose à voir avec ça. Maxime, jusqu'alors resté silencieux, proposa d'aller chercher d'autres boissons à la cuisine. Et je pense que nous avons tout besoin d'un verre après ces révélations, a-t-il déclaré, tentant d'apaiser la tension. Nous avons accepté et il est descendu pendant que nous continuions à explorer le journal. Les minutes passèrent et Maxime ne revint pas. Qu'est-ce qui prend si longtemps ? Ai-je demandé, commençant à m'agiter. Julien décide de se lancer à sa poursuite, tandis que Léa et moi continuons à lire le journal, de plus en plus attirés par les histoires d'horreur qu'il contient. Soudain, j'ai entendu un cri étouffé venant d'en bas. Julien ? J'ai appelé, mais il n'y a pas eu de réponse. Le silence qui suivit fut assourdissant. Léa et moi nous sommes regardés et j'ai vu la peur se refléter dans ses yeux. Nous avons couru à la cuisine, mais nous n'avons trouvé aucune trace de Julien ou de Maxime. La panique commença à s'installer. Ce n'est pas bien, murmura Léa, la voix tremblante. Ils ne disparaîtraient pas simplement. Nous avons décidé de nous séparer et de regarder autour de la maison. Je suis allé au sous-sol, un endroit qui m'a toujours fait peur, pendant que Léa remontait au grenier. Le sous-sol était sombre et humide, l'air y semblait plus lourd. Mes mains tremblaient alors que je cherchais l'interrupteur autour du mur. Quand je l'ai finalement trouvé, la faible lumière illuminait partiellement la pièce, révélant partout de vieilles boîtes et des toiles d'araignée. Julien ? Maxime ? Y ai-je appelé, mais la seule réponse a été l'écho de ma propre voix. J'ai continué à explorer, chaque pas résonnant sur le sol en béton. C'est alors que j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang, des traînées de sang sur le sol, menant à une porte secrète que je n'avais jamais remarquée auparavant. Mon cœur battait à tout rompre, mais la curiosité et le besoin de retrouver mes amis étaient plus forts que la peur. J'ai poussé la porte qui s'est ouverte avec un grincement inquiétant, révélant une pièce cachée. Les murs étaient couverts d'étranges symboles qui semblaient vibrer de leur propre énergie. Oh mon Dieu, me murmurai-je, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Il y avait une table au centre de la pièce, pleine de bougies éteintes et d'autres symboles dessinés. J'ai pris le journal que j'avais apporté avec moi et je l'ai feuilleté frénétiquement, essayant de trouver une référence à cet endroit. C'est alors que Léa apparut à la porte, haletante. « Et j'ai trouvé quelque chose dans le grenier » dit-elle en brandissant un morceau de papier jauni. « Et je pense que cela pourrait nous aider. » Elle est venue et m'a montré le papier qui contenait les instructions pour un rituel. « Ça a l'air dangereux » ai-je commenté, mais Léa était déterminée. « Si on veut sauver Julien et Maxime, il faut essayer » a-t-elle insisté. À contre-séhur, j'ai accepté et nous avons commencé à préparer le rituel avec les objets que nous avions trouvés dans la pièce. Pendant que nous travaillions, la maison semblait se refermer autour de nous. Les bruits étranges se sont multipliés et nous avons senti une sombre présence nous observer. Le temps semblait jouer contre nous et la tension augmentait à chaque minute. Il faut en finir avant qu'il ne soit trop tard, dit Léa en allumant les bougies autour de nous. Nous avons commencé à chanter les paroles du rituel, nos voix se mêlant aux murmures venant des murs. Soudain, les lumières vacillèrent à nouveau et un coup de vent éteignit les bougies. La pièce était plongée dans l'obscurité et je sentis une main froide toucher mon épaule. Je me suis rapidement retourné, mais il n'y avait personne. « Léa, quelque chose ne va pas » murmurai-je, mais avant de pouvoir terminer ma phrase, j'entendis un cri venant de quelque part dans la maison. « Julien » s'exclame Léa, et nous courons vers le son. Nous avons retrouvé Julien allongé sur le sol du salon, désorienté et pâle. « Que s'est-il passé » ai-je demandé en l'aidant à se relever. « Je ne sais pas » dit-il d'une voix faible. « Je suis allé chercher les boissons et tout à coup,
tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, j'étais là. Léa et moi nous sommes regardés, conscients que quelque chose de très étrange et dangereux se passait dans cette maison. Nous devons sortir d'ici, a-t-elle dit, et nous étions tous d'accord. Alors que nous nous dirigions vers la porte, Julien s'arrêta brusquement. Maxime, dit-il, les yeux écarquillés. Où est Maxime? La panique est revenue en force et nous avons commencé à fouiller frénétiquement la maison. Chaque recoin semblait cacher un nouveau mystère et la peur s'enfonçait plus profondément dans nos cœurs. C'est alors que nous avons retrouvé la porte de la cave ouverte et les traces de sang que j'avais vues auparavant semblaient plus fraîches. Il doit être là-bas, a déclaré Julien avec une détermination que je ne connaissais pas. Nous descendîmes les escaliers, chaque marche plus lourde que la précédente, jusqu'à atteindre à nouveau la porte secrète. La pièce était telle que nous l'avions laissée, mais quelque chose semblait différent. C'est alors que nous entendîmes un léger gémissement venant d'un coin sombre de la pièce. Nous y avons couru et avons trouvé Maxime, ligoté et bâillonné, les yeux écarquillés de terreur. Nous avons rapidement relâché les attaches et il s'est levé en tremblant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, dit-il, la voix tremblante. Quelqu'un m'a surpris dans la cuisine et m'a amené ici. Il faut qu'on parte d'ici maintenant, a dit Léa, et nous étions tous d'accord. Nous avons monté les escaliers aussi vite que possible, mais la maison semblait nous retenir, comme si elle ne voulait pas nous lâcher. Lorsque nous atteignîmes enfin le salon, la porte d'entrée était verrouillée. Nous avons essayé de l'ouvrir, mais c'était inutile. C'est alors que nous avons réalisé que la seule issue était de terminer le rituel que nous avions commencé. Nous sommes retournés dans la pièce cachée, avec le sentiment d'être surveillés. Les bougies étaient éteintes, mais nous les avons rallumées et avons repris le rituel. Cette fois, Julien et Maxime nous rejoignent, leur voix se mêlant à la nôtre. Au fur et à mesure que nous chantions ces mots, l'atmosphère autour de nous semblait changer. L'air est devenu plus épais et j'ai senti une pression dans mes tempes. Mais nous avons continué, déterminés à terminer ce que nous avions commencé. Soudain, la température chuta brusquement et une silhouette sombre apparut au centre du cercle de bougies. C'était une présence écrasante. Lorsque Léa et Maxime se sont mis à chercher frénétiquement Julien, je n'arrivais pas à me sortir de la tête le message inquiétant de la planche Ouija et du journal macabre que j'avais découvert. La tension était dans l'air, et chaque bruit semblait amplifié par le silence pesant qui s'était abattu sur la maison. La maison de campagne, qui semblait autrefois confortable et pleine de souvenirs d'enfance, s'était transformée en un scénario de cauchemar. « Julien, où es-tu » criait Maxime, la voix tremblante tandis que Léa et lui fouillaient tous les recoins de la maison. Je les ai rejoints dans leur recherche, essayant d'ignorer la peur croissante qui s'accrochait à moi. Le couloir semblait s'étendre à l'infini et chaque ombre semblait cacher un danger imminent. Après avoir fouillé la cuisine et le salon sans succès, Maxime a remarqué quelque chose au sol. « Camille, Léa, regarde ça !» et s'exclama-t-il en désignant une traînée de sang qui s'étendait dans le couloir menant au sous-sol. La panique m'a envahi. Julien était un ami d'enfance, quelqu'un que je considérais comme un frère. L'idée que quelque chose de terrible lui arrive était insupportable. D'un pas prudent, nous suivions la traînée de sang qui semblait nous guider comme un macabre fil d'Ariane. Arrivés devant la porte de la cave, nous avons hésité. L'air autour de nous était plus froid et un sentiment de malaise s'infiltrait dans nos os. Maxime ouvrit la porte avec précaution, et un escalier raide et sombre apparut devant nous. Je me suis accroché à la balustrade, essayant de trouver le courage de descendre. Allons-y ensemble, nous ne pouvons pas être séparés, dit Léa en essayant de cacher sa propre peur. Nous descendîmes lentement, chaque marche craquant sous nos pieds. L'obscurité semblait engloutir tout ce qui nous entourait et chaque pas semblait nous plonger plus profondément dans un cauchemar. Lorsque nous sommes finalement arrivés au sous-sol, nous avons été accueillis par une odeur de moisie et d'humidité. La traînée de sang continuait, serpentant sur le sol en béton jusqu'à un mur au fond de la pièce. Là-bas, murmure Maxime en désignant une partie du sous-sol qui avait l'air différente. Il y avait une porte partiellement cachée par de vieux cartons et meubles. Avec effort, nous avons écarté les obstacles, révélant une solide porte en bois avec un loquet rouillé. C'est verrouillé, dit Léa en essayant de tourner le loquet sans succès. Laisse-moi essayer, suggérai-je en ramassant un tournevis qui traînait sur une étagère à proximité. Avec quelques efforts, j'ai réussi à déverrouiller le loquet rouillé et la porte s'est ouverte avec un grincement effrayant. Ce que nous avons découvert de l'autre côté était encore plus inquiétant. Une pièce cachée, avec d'étranges symboles peints sur les murs avec une peinture qui ressemblait à du sang séché. Au centre de la pièce, une table en bois avec des bougies éteintes et des objets qui semblaient rituels. Est-ce un hôtel ? Demanda Maxime d'une voix pleine d'incrédulité. Je ne sais pas, répondis-je, sentant la peur monter en moi. Mais nous devons retrouver Julien. Alors que nous examinions la pièce,
Léa a remarqué quelque chose sur l'un des murs. Regardez ça, dit-elle en désignant un symbole qui semblait plus récent, comme s'il avait été dessiné il n'y a pas longtemps. Ce n'était pas dans le journal, dis-je en me rappelant les pages que j'avais lues. Mais c'est clairement quelque chose lié au rituel occulte que j'ai mentionné. Il faut qu'on sorte d'ici, dit Maxime, la voix empreinte d'urgence. Ce n'est pas sûr. Mais avant que nous puissions décider quoi faire, un léger bruit résonna dans le sous-sol. Un son qui nous glaça le sang dans les veines. C'était un murmure lointain, à peine audible, mais venant clairement de quelque part à l'intérieur de la maison. « Vous avez entendu ça, les gars » demanda Léa, les yeux écarquillés de peur. « Oui, répondis-je, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. On dirait que ça vient d'en haut. » Nous avons quitté la pièce cachée et sommes remontés au rez-de-chaussée en suivant le bruit des chuchotements. Le son semblait nous guider, augmentant en volume à mesure que nous nous approchions du salon. Quand nous sommes arrivés, nous avons vu quelque chose qui nous a paralysés de peur. Julien était là, debout au milieu de la pièce, mais quelque chose n'allait vraiment pas. Son visage était pâle, presque cadavérique, et ses yeux avaient une expression vide, comme s'il n'était pas vraiment là. « Julien !» J'ai crié en courant vers lui. « Où étais-tu ? Que s'est-il passé ?» Mais il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il m'a regardé avec une expression mêlée de confusion et de peur. « Je ne m'en souviens pas, murmura-t-il, sa voix faible et distante. Quelque chose m'a attiré, et puis l'obscurité. Maxime s'approcha en posant une main sur l'épaule de Julien. « Nous sommes là maintenant, sortons d'ici ensemble. » Alors que nous essayions de comprendre ce qui était arrivé à Julien, j'ai remarqué qu'il regardait quelque chose derrière nous. « Qu'est-ce qui ne va pas, Julien ?» ai-je demandé en me retournant lentement. C'est alors que je l'ai vu. Sur le mur de la pièce, où auparavant il n'y avait qu'un tableau ancien, il y avait maintenant plus de symboles, semblables à ceux que nous trouvions au sous-sol. Et au centre de ces symboles, une image grotesque et inquiétante d'un personnage encapuchonné. Cela devient de plus en plus bizarre, dit Léa, la voix tremblante. Il faut qu'on sorte d'ici, a déclaré Maxime, l'urgence dans sa voix plus évidente que jamais. Il se passe quelque chose de très grave. Mais avant que nous ayons pu bouger, les lumières se sont mises à clignoter à nouveau, plongeant la pièce dans une danse d'ombre et de lumière. Et puis, comme si une force invisible nous frappait, nous avons tous ressenti un froid intense et une pression écrasante dans notre poitrine. Nous devons revenir au journal, dis-je en essayant de rester calme. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans qui peut nous aider à comprendre ce qui se passe. Nous sommes retournés au grenier, où se trouvait le journal, et j'ai commencé à feuilleter frénétiquement les pages, à la recherche d'indices. Chaque mot semblait plus sinistre à la lumière de ce que nous vivions. C'est alors que j'ai trouvé un passage qui a fait arrêter mon cœur. La famille qui vivait ici, c'étaient des occultistes, dis-je, la voix tremblante. Ils ont accompli des rituels, des sacrifices. Et il semble qu'il ait invoqué quelque chose qu'ils n'ont jamais pu contrôler. Cela explique les symboles et l'autel, dit Léa en regardant par-dessus mon épaule. Et Julien demanda Maxime. Que lui est-il arrivé ? J'ai continué à lire, cherchant désespérément des réponses. Il croyait pouvoir contrôler l'entité avec un rituel spécifique. Mais si quelque chose tournait mal, l'entité serait piégée dans la maison, cherchant une nouvelle victime pour accomplir le rituel. Julien a été choisi, dit Léa, la compréhension naissant enfin dans ses yeux. Il a été emmené par l'entité. Mais il est là maintenant, dis-je en regardant Julien. Nous pouvons le sauver. Comme demanda Maxime, le doute évident dans la voix. Nous devons terminer le rituel, répondis-je, sentant l'urgence de notre situation. Mais pour ce faire, nous avons besoin de plus d'informations. Nous sommes retournés au journal, lisant attentivement chaque mot. Nous avons découvert qu'il existait un rituel qui pouvait libérer l'entité et sauver Julien, mais cela impliquait un sacrifice. La peur et la tension augmentaient de seconde en seconde et nous savions que le temps était compté. Nous devons essayer, dis-je, déterminé. On ne peut pas laisser Julien comme ça. Mais, et si ça tourne mal ? Demanda Léa, le doute dans les yeux. Nous n'avons pas le choix, a répondu Maxime. C'est la seule chance que nous avons. Le journal en main, nous sommes retournés au sous-sol, où se trouvait l'autel. Nous avons placé les bougies et les objets rituels comme indiqué et avons commencé à réciter les paroles du rituel. L'air autour de nous semblait trembler et un sentiment de malaise nous envahit. Les bougies clignotaient et les ombres dansaient sur les murs. Julien se tenait au centre de l'autel, nous regardant avec une expression de peur et de confusion. Nous y arriverons, dis-je, essayant de garder espoir.
Mais au moment crucial du rituel, quelque chose s'est terriblement mal passé. Les bougies s'éteignirent et l'obscurité totale nous enveloppa. Des murmures et des rires maléfiques résonnaient autour de nous et la pression dans nos poitrines augmentait. « Camille, que se passe-t-il » cria Maxime, la voix pleine de panique. « Je ne sais pas. » répondis-je en essayant de rallumer les bougies. Mais avant que nous puissions faire quoi que ce soit, Julien commença à convulser et une force invisible sembla l'éloigner de nous. « Aide-moi » cria-t-il, la voix pleine de désespoir. « N'abandonne pas, Julien » j'ai crié en retour, essayant de le retenir. C'est alors que j'ai réalisé. Il nous fallait quelque chose de plus. Il manque quelque chose au rituel. J'ai continué à feuilleter le journal. La tension dans l'air était palpable. Le journal que je tenais tremblait légèrement entre mes mains moites. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans les mots qu'il lisait, comme si chaque phrase portait le poids sombre des siècles passés. Léa et Maxime étaient à mes côtés, complices dans notre recherche de réponses dans cet environnement oppressant. La pièce cachée au sous-sol était une capsule de terreur, avec d'étranges symboles sur les murs, comme si une énergie ancienne et malveillante imprégnait chaque recoin. C'est à ce moment-là que nous avons entendu les bruits. Au début, ce n'étaient que des murmures indistincts, presque comme si l'air lui-même conspirait contre nous. Mais peu à peu, ils sont devenus plus clairs, plus insistants. Léa plissa les yeux, essayant de déchiffrer l'origine de ces sons. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale lorsque j'ai réalisé que les murmures venaient de l'autel dans la pièce cachée. Voyons ce que c'est, proposa Maxime en essayant de garder une voix ferme, mais le tremblement de ses paroles trahissait sa peur. Nous avons accepté, même si chaque pas vers l'autel ressemblait à un défi monumental. L'autel était un spectacle macabre. Il y avait des bougies fondues, des petits os qui pourraient provenir d'animaux et de vieilles photographies disposées de manière rituelle. Un en particulier a retenu mon attention. C'était une photo en noir et blanc d'une famille qui semblait appartenir à une autre époque. Cependant, ce qui a presque fait arrêter mon cœur, c'est la reconnaissance d'un visage familier. Julien était sur la photo, ou du moins quelqu'un qui lui ressemblait exactement. Ça ne peut pas être réel, murmura Léa, la voix pleine d'incrédulité et de peur. Maxime a pris la photo en se serrant la main, en l'analysant attentivement. C'est lui, marmonna-t-il, presque pour lui-même. Mais comment est-ce possible ? Avant que nous puissions discuter davantage, un bruit de pas résonna dans le couloir sombre. L'air autour de nous était plus froid et un sentiment de malaise s'infiltrait dans nos os. Maxime ouvrit la porte avec précaution et un escalier raide et sombre apparut devant nous. Je me suis accroché à la balustrade, essayant de trouver le courage de descendre. Allons-y ensemble, nous ne pouvons pas être séparés, dit Léa en essayant de cacher sa propre peur. Nous descendîmes lentement, chaque marche craquant sous nos pieds. L'obscurité semblait engloutir tout ce qui nous entourait et chaque pas semblait nous plonger plus profondément dans un cauchemar. Lorsque nous sommes finalement arrivés au sous-sol, nous avons été accueillis par une odeur de moisie et d'humidité. La traînée de sang continuait, serpentant sur le sol en béton jusqu'à un mur au fond de la pièce. Là-bas, murmure Maxime en désignant une partie du sous-sol qui avait l'air différente. Il y avait une porte partiellement cachée par de vieux cartons et meubles. Avec effort, nous avons écarté les obstacles, révélant une solide porte en bois avec un loquet rouillé. C'est verrouillé, dit Léa en essayant de tourner le loquet sans succès. Laisse-moi essayer, suggérai-je en ramassant un tournevis qui traînait sur une étagère à proximité. Avec quelques efforts, j'ai réussi à déverrouiller le loquet rouillé et la porte s'est ouverte avec un grincement effrayant. Ce que nous avons découvert de l'autre côté était encore plus inquiétant. Une pièce cachée, avec d'étranges symboles peints sur les murs avec une peinture qui ressemblait à du sang séché. Au centre de la pièce, une table en bois avec des bougies éteintes et des objets qui semblaient rituels. Est-ce un hôtel ? Demanda Maxime d'une voix pleine d'incrédulité. Je ne sais pas, répondis-je, sentant la peur monter en moi. Mais nous devons retrouver Julien. Alors que nous examinions la pièce, Léa a remarqué quelque chose sur l'un des murs. Regardez ça, dit-elle en désignant un symbole qui semblait plus récent, comme s'il avait été dessiné il n'y a pas longtemps. Ce n'était pas dans le journal, dis-je en me rappelant les pages que j'avais lues. Mais c'est clairement quelque chose lié au rituel occulte que j'ai mentionné. Il faut qu'on sorte d'ici, dit Maxime, la voix empreinte d'urgence. Ce n'est pas sûr. Mais avant que nous puissions décider quoi faire, un léger bruit résonna dans le sous-sol. Un son qui nous glaça le sang dans les veines. C'était un murmure lointain, à peine audible, mais venant clairement de quelque part à l'intérieur de la maison. « Vous avez entendu ça, les gars » demanda Léa, les yeux écarquillés de peur. Oui, répondis-je, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. On dirait que ça vient d'en haut.
Nous avons quitté la pièce cachée et sommes remontés au rez-de-chaussée en suivant le bruit des chuchotements. Le son semblait nous guider, augmentant en volume à mesure que nous nous approchions du salon. Quand nous sommes arrivés, nous avons vu quelque chose qui nous a paralysés de peur. Julien était là, debout au milieu de la pièce, mais quelque chose n'allait vraiment pas. Son visage était pâle, presque cadavérique, et ses yeux avaient une expression vide, comme s'il n'était pas vraiment là. Julien !» J'ai crié en courant vers lui. « Où étais-tu ? Que s'est-il passé ?» Mais il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il m'a regardé avec une expression mêlée de confusion et de peur. « Je ne m'en souviens pas, murmura-t-il, sa voix faible et distante. Quelque chose m'a attiré, et puis l'obscurité. Maxime s'approcha en posant une main sur l'épaule de Julien. « Nous sommes là maintenant, sortons d'ici ensemble. » Alors que nous essayions de comprendre ce qui était arrivé à Julien, j'ai remarqué qu'il regardait quelque chose derrière nous. « Qu'est-ce qui ne va pas, Julien ?» ai-je demandé en me retournant lentement. C'est alors que je l'ai vu. Sur le mur de la pièce, où auparavant il n'y avait qu'un tableau ancien, il y avait maintenant plus de symboles, semblables à ceux que nous trouvions au sous-sol. Et au centre de ces symboles, une image grotesque et inquiétante d'un personnage encapuchonné. « Cela devient de plus en plus bizarre, » dit Léa, la voix tremblante. « Il faut qu'on sorte d'ici, » a déclaré Maxime, l'urgence dans sa voix plus évidente que jamais. « Il se passe quelque chose de très grave. » Mais avant que nous ayons pu bouger, les lumières se sont mises à clignoter à nouveau, plongeant la pièce dans une danse d'ombre et de lumière. Et puis, comme si une force invisible nous frappait, nous avons tous ressenti un froid intense et une pression écrasante dans notre poitrine. « Nous devons revenir au journal, » dis-je en essayant de rester calme. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans qui peut nous aider à comprendre ce qui se passe. Nous sommes retournés au grenier, où se trouvait le journal, et j'ai commencé à feuilleter frénétiquement les pages, à la recherche d'indices. Chaque mot semblait plus sinistre à la lumière de ce que nous vivions. C'est alors que j'ai trouvé un passage qui a fait arrêter mon cœur. La famille qui vivait ici, c'étaient des occultistes, dis-je, la voix tremblante. Ils ont accompli des rituels, des sacrifices. Et il semble qu'il ait invoqué quelque chose qu'ils n'ont jamais pu contrôler. Cela explique les symboles et l'autel, dit Léa en regardant par-dessus mon épaule. Et Julien ? Demanda Maxime. Que lui est-il arrivé ? J'ai continué à lire, cherchant désespérément des réponses. Il croyait pouvoir contrôler l'entité avec un rituel spécifique. Mais si quelque chose tournait mal, l'entité serait piégée dans la maison, cherchant une nouvelle victime pour accomplir le rituel. Julien a été choisi, dit Léa, la compréhension naissant enfin dans ses yeux. Il a été emmené par l'entité. Mais il est là maintenant, dis-je en regardant Julien. Nous pouvons le sauver. Demanda Maxime, le doute évident dans la voix. Nous devons terminer le rituel, répondis-je, sentant l'urgence de notre situation. Mais pour ce faire, nous avons besoin de plus d'informations. Nous sommes retournés au journal, lisant attentivement chaque mot. Nous avons découvert qu'il existait un rituel qui pouvait libérer l'entité et sauver Julien, mais cela impliquait un sacrifice. La peur et la tension augmentaient de seconde en seconde et nous savions que le temps était compté. Nous devons essayer, dis-je, déterminé. On ne peut pas laisser Julien comme ça. Mais, et si ça tourne mal ? Demanda Léa, le doute dans les yeux. Nous n'avons pas le choix, a répondu Maxime. C'est la seule chance que nous avons. Le journal en main, nous sommes retournés au sous-sol, où se trouvait l'autel. Nous avons placé les bougies et les objets rituels comme indiqué et avons commencé à réciter les paroles du rituel. L'air autour de nous semblait trembler et un sentiment de malaise nous envahit. Les bougies clignotaient et les ombres dansaient sur les murs. Julien se tenait au centre de l'autel, nous regardant avec une expression de peur et de confusion. Nous y arriverons, dis-je, essayant de garder espoir. Mais au moment crucial du rituel, quelque chose s'est terriblement mal passé. Les bougies s'éteignirent et l'obscurité totale nous enveloppa. Des murmures et des rires maléfiques résonnaient autour de nous et la pression dans nos poitrines augmentait. Camille, que se passe-t-il ? Cria Maxime, la voix pleine de panique. Je ne sais pas. Répondis-je en essayant de rallumer les bougies. Mais avant que nous puissions faire quoi que ce soit, Julien commença à convulser et une force invisible sembla l'éloigner de nous. Aide-moi ! Cria-t-il, la voix pleine de désespoir. N'abandonne pas, Julien. J'ai crié en retour, essayant de le retenir. C'est alors que j'ai réalisé. Il nous fallait quelque chose de plus. Il manque quelque chose au rituel. J'ai continué à feuilleter le journal.
La tension dans l'air était palpable. Le journal que je tenais tremblait légèrement entre mes mains moites. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans les mots qu'il lisait, comme si chaque phrase portait le poids sombre des siècles passés. Léa et Maxime étaient à mes côtés, complices dans notre recherche de réponses dans cet environnement oppressant. La pièce cachée au sous-sol était une capsule de terreur, avec d'étranges symboles sur les murs, comme si une énergie ancienne et malveillante imprégnait chaque recoin. C'est à ce moment-là que nous avons entendu les bruits. Au début, ce n'étaient que des murmures indistincts, presque comme si l'air lui-même conspirait contre nous. Mais peu à peu, ils sont devenus plus clairs, plus insistants. Léa plissa les yeux, essayant de déchiffrer l'origine de ces sons. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale lorsque j'ai réalisé que les murmures venaient de l'hôtel dans la pièce cachée. Voyons ce que c'est, proposa Maxime en essayant de garder une voix ferme, mais le tremblement de ses paroles trahissait sa peur. Nous avons accepté, même si chaque pas vers l'hôtel ressemblait à un défi monumental. L'hôtel était un spectacle macabre. Il y avait des bougies fondues, des petits os qui pourraient provenir d'animaux et de vieilles photographies disposées de manière rituelle. Un en particulier a retenu mon attention. C'était une photo en noir et blanc d'une famille qui semblait appartenir à une autre époque. Cependant, ce qui a presque fait arrêter mon cœur, c'est la reconnaissance d'un visage familier. Julien était sur la photo, ou du moins quelqu'un qui lui ressemblait exactement. Ça ne peut pas être réel, murmura Léa, la voix pleine d'incrédulité et de peur. Maxime a pris la photo en se serrant la main, en l'analysant attentivement. C'est lui, marmonna-t-il, presque pour lui-même. Mais comment est-ce possible ? Avant que nous puissions discuter davantage, un bruit de pas résonna dans le couloir sombre. Il nous faut un cercle de protection, des bougies et quelque chose de personnel à Julien. Léa a couru chercher les bougies que nous avions utilisées plus tôt dans la nuit et les a positionnées dans la pièce. Vite, Camille, quoi d'autre ? Nous avons besoin de quelque chose qui lui appartient. Son collier, peut-être ? Suggérai-je, me souvenant du collier que Julien portait toujours. C'est sur son cou, écria Maxime, qui luttait toujours pour garder Julien sous contrôle. J'ai couru vers eux, et aussi prudemment que possible, j'ai attrapé le collier. Julien a essayé de m'arrêter, mais Maxime a réussi à le retenir encore un moment, le temps que je lui arrache le collier de son cou. Le collier en main, je reviens au centre du cercle de bougies. Léa, il faut qu'on allume les bougies et réciter les mots du journal, dis-je d'une voix ferme malgré la peur que je ressentais. Léa a allumé les bougies et j'ai commencé à lire les vieux mots en essayant de garder une voix ferme. S'il vous plaît, travaillez, s'il vous plaît, ramenez notre ami, pensais-je en récitant l'incantation. Les bougies se mirent à briller avec une intensité surnaturelle et Julien poussa un cri guttural qui résonna dans toute la maison. Camille, ça marche ?» il s'écria Maxime, mais sa voix était pleine de douleur. Julien se battait toujours, mais quelque chose changeait. Ses yeux, pendant un bref instant, parurent à nouveau clairs, comme si le vrai Julien essayait d'émerger. Mais ce n'était pas suffisant. Le journal mentionnait un sacrifice et je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. Que devons-nous faire d'autre ? Ai-je demandé, désespéré. Je ne sais pas, Camille. C'est fou, s'exclama Léa, les larmes coulant sur son visage. C'est alors qu'une idée terrible m'est venue. Et si le sacrifice était quelque chose d'émotionnel ? Quelque chose qui comptait beaucoup pour nous ? J'ai regardé le collier dans mes mains, symbole de l'amitié que nous avions avec Julien. Il faudrait peut-être le sacrifier. Léa, Maxime, il faut détruire le collier, dis-je d'une voix tremblante. Quoi ? Tu es sûr ? Demanda Léa, surprise. Non, mais c'est la seule chose à laquelle je pense en ce moment. Nous devons essayer. Maxime a hoché la tête, et ensemble, nous avons placé le collier au centre du cercle de bougies. Avec un profond soupir, j'ai ramassé une des bougies et j'ai laissé la flamme toucher le collier. Alors que le métal s'échauffait et commençait à fondre, Julien poussa un cri de douleur et de désespoir, mais ses yeux commencèrent à s'éclaircir. La force perverse semblait s'affaiblir. Ça marche ?» cria Maxime en serrant Julien plus fort. J'ai continué à réciter les mots du journal, sentant la tension dans l'air augmenter. Les entités malveillantes de la maison ont commencé à se manifester physiquement, des ombres se déplaçant sur les murs, des murmures maléfiques résonnant autour de nous. La terreur était palpable, mais nous ne pouvions pas nous arrêter maintenant. Nous devions terminer le rituel. Le collier fondit finalement complètement et une explosion d'énergie parcourut la pièce. Julien tomba au sol, inconscient mais avec une expression apaisée sur le visage. Nous avons couru vers lui pour vérifier s'il allait bien. Et Julien, s'il te plaît, réveille-toi, murmurai-je en lui tenant la main. Ses yeux s'ouvrirent lentement et il nous regarda avec confusion. Et Camille ? Léa ? Maxime ? Que s'est-il passé ?
Tu n'y croiras pas, mais on vient de te sauver la vie, a répondu Maxime en essayant de sourire malgré les larmes aux yeux. J'ai aidé Julien à se relever, et ensemble, nous avons quitté la pièce cachée. La maison semblait différente maintenant, comme si un poids avait été enlevé. Les ombres et les murmures ont disparu, et le froid glacial que nous ressentions s'est dissipé. Il faut qu'on sorte d'ici, dit Léa, et nous étions tous d'accord. Plus rien ne nous retenait dans cette maison. Nous avons rapidement pris nos affaires et sommes partis, sentant l'air frais de la nuit comme une bénédiction. Le soleil commençait à se lever au-dessus de l'horizon et la lumière de l'aube nous apportait un sentiment de soulagement indescriptible. Alors que nous nous éloignions de la maison, j'ai regardé en arrière une dernière fois. La maison de campagne de mes parents, autrefois lieu de souvenirs heureux, était désormais marquée par une nuit de terreur et de mystère. Mais au moins nous étions tous en vie. Et c'était ce qui comptait le plus. Promettons-nous de ne plus jamais revenir ici, d'accord ? Dit Julien, la voix encore faible mais pleine de détermination. Promis, avons-nous répondu à l'unisson, et sur ce, nous avons quitté la maison derrière nous, prêts à recommencer et à oublier cette terrible nuit. Mais au fond, nous savions que nous n'oublierions jamais complètement. L'expérience nous a marqués à jamais, et le souvenir de la lutte contre les forces cachées restera avec nous, rappel constant de la fragilité de notre réalité face à l'inconnu. En marchant ensemble, plus unis que jamais, nous avons senti que, d'une manière ou d'une autre, nous avions surmonté une épreuve que nous n'oublierons jamais. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait autour de nous. L'air était chargé de tension et chaque respiration semblait plus lourde et plus laborieuse que la précédente. Nous étions tout autour de l'hôtel, le vieux journal ouvert dans mes mains, ses pages jaunies et usées racontant une histoire que j'arrivais à peine à assimiler. Léa se tenait à côté de moi, le visage masqué d'une détermination farouche, tandis que Maxime gardait une distance prudente, ses yeux se balançant constamment entre Julien, complètement possédé par une force maléfique, et nous. En lisant les passages du journal, mon cœur battait à tout rompre. Léa, douce et gentille Léa, était la véritable descendante de la famille occulte qui avait pratiqué des rituels macabres dans cette maison il y a des décennies. Son sang était la clé pour briser la malédiction qui nous hantait. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un sentiment de trahison et d'incrédulité. Comment était-il possible que Léa, notre amie de longue date, fasse partie de quelque chose d'aussi sombre ? Et Camille, il faut continuer, a insisté Maxime, la voix pleine d'urgence. J'ai hoché la tête, essayant de calmer mes mains tremblantes alors que je retournais au journal. Les mots jaillirent des pages, révélant d'horribles détails sur le rituel nécessaire pour annuler la malédiction. Et puis vient le point crucial, le sacrifice d'un descendant direct. Mon regard rencontra celui de Léa, et elle me fixa avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer complètement. Léa, nous avons besoin de ton sang, dis-je d'une voix vacillante. Elle hocha lentement la tête, comme si elle savait déjà ce qui allait arriver. Je sais, Camille. Je l'ai toujours su. Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Que veux-tu dire par là ? Léa soupira, les yeux brillants d'un mélange de tristesse et de détermination. Je savais que j'étais un descendant de la famille. Depuis que j'ai trouvé cette planche Ouija, je savais qu'il y avait quelque chose de plus. J'ai planifié tout ça, Camille. Je voulais me venger. Se venger de nous ? Pourquoi ? Demanda Maxime, perplexe. Tu m'as trahi il y a des années. Tu te souviens de cette nuit-là ? Quand nous avons ri et joué, mais tu m'as laissé seul dans la forêt, terrifié. Je n'ai jamais oublié et je n'ai jamais pardonné. Je me suis souvenu de cette nuit. C'était une blague stupide, quelque chose que nous avons fait sans penser aux conséquences. Mais pour Léa, clairement, c'était plus que ça. C'était une marque profonde qui n'a jamais guéri. Léa, on ne savait pas, on n'a jamais voulu te faire du mal, dit-il, ressentant une vague de culpabilité. Elle secoua la tête, les yeux fixés sur les miens. Mais tu as mal. Et maintenant, tu vas payer. Avant que nous puissions réagir, Léa s'est précipitée en avant, saisissant un couteau de cérémonie sur l'autel. Mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, quelque chose en moi s'est brisé. Un souvenir, un passage de journal que j'avais parcouru auparavant mais qui est maintenant devenu limpide. Accrochez-vous. J'ai crié en levant la main. Tout le monde se figea, y compris Léa. Je feuilletais frénétiquement le journal, à la recherche du passage qui pourrait nous sauver. Et puis, je l'ai trouvé. Une solution alternative, une manière de briser la malédiction sans faire de sacrifice. Léa, écoute. Il y a une autre façon. Nous n'avons pas besoin de sacrifice. Nous avons besoin d'un acte de véritable rédemption, dis-je rapidement. Léa hésita, le couteau toujours à la main. Qu'est-ce que tu dis ? Il existe un rituel alternatif. Celui qui nécessite une demande sincère de pardon et l'acceptation de ce pardon.
Nous devons nous racheter pour ce que nous vous avons fait. C'est le seul moyen d'annuler la malédiction sans sang. Léa semblait lutter intérieurement, ses yeux reflétant une tempête d'émotions. Finalement, elle baissa le couteau, les larmes coulant sur son visage. « Est-ce que tu le regrettes vraiment? Est-ce que tu me pardonnes vraiment ?» Elle a chuchoté. « Oui, Léa. De tout mon cœur, dis-je, la voix étranglée par l'émotion. » Maxime hocha vigoureusement la tête. « Nous sommes désolés, Léa. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. » Léa tomba à genoux en sanglotant. Je m'agenouillai à côté d'elle, la serrant dans mes bras. Maxime nous a rejoints, et pendant un instant, il n'y a eu que le silence et le bruit des larmes. L'environnement autour de nous a commencé à changer. Les murs, qui semblaient auparavant vibrer d'une énergie maléfique, commencèrent à s'éclaircir. Julien, possédé, tombe au sol, inconscient mais respirant normalement. « Ça marche ?» murmurai-je en regardant le journal qui brillait désormais d'une douce lumière. Suivant les instructions, nous nous sommes levés tous les trois et avons commencé le rituel de rédemption. Chaque mot, chaque geste avait un poids immense, mais aussi un sentiment de soulagement. Nous réparions enfin nos torts. Quand nous avons fini, un profond silence s'est emparé de la maison. Le sentiment d'oppression a disparu et pour la première fois depuis des heures, j'ai eu l'impression que nous pouvions respirer librement. Julien se mit à bouger, ouvrant lentement les yeux. Ce qui s'est passé? Demandate-il, confus. Tout va bien maintenant. Julien, tu es en sécurité, dit-il en souriant. Léa s'approcha de Julien, le visage encore marqué par les larmes. Julien, pardonne-moi. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je voulais juste qu'il comprenne ma douleur. Julien la regarda un instant, puis hocha la tête. Je comprends, Léa, et je te pardonne. Ce moment de réconciliation semblait sceller le rituel. La maison, qui semblait autrefois animée d'une ancienne malveillance, était désormais en paix. Le journal entre mes mains tomba en poussière, sa mission accomplie. Nous avons quitté la pièce secrète ensemble, les épaules plus légères, mais le cœur encore lourd des souvenirs de ce qui s'était passé. La nuit était presque finie et un nouveau jour commençait à poindre à l'horizon. Sortons d'ici, ai-je suggéré, et tout le monde était d'accord. Alors que nous traversions la maison en direction de la sortie, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Les ombres du passé étaient toujours là, mais maintenant il y avait une nouvelle lumière, un nouvel espoir que nous puissions aller de l'avant. En sortant dans l'air frais du matin, j'ai ressenti une vague de soulagement. La nuit de terreur était terminée et nous étions tous vivants, plus sages et peut-être plus unis que jamais. Et Léa, Kaira? Ai-je demandé en me tournant vers elle. Elle sourit, un sourire faible mais sincère. Oui, Camille. Je pense que je peux enfin mettre ça derrière moi. Maxime posa une main sur son épaule. Faisons face à cela ensemble, d'accord? Nous sommes amis, après tout. Léa hocha la tête, et pour la première fois depuis longtemps, je vis une étincelle de véritable espoir dans ses yeux. En quittant le chalet, je savais que cette expérience nous avait changés pour toujours. Nous avons fait face à nos peurs les plus profondes, à nos échecs, et d'une manière ou d'une autre, nous en sommes sortis plus forts. La malédiction avait été brisée, et avec elle, les chaînes qui nous liaient au passé. Et ainsi, ensemble, nous laissons derrière nous la maison et les horreurs qu'elle contenait, prêtes à affronter une nouvelle aube et les promesses d'un avenir meilleur.